Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Nous revoici pour parler d'un sujet pas forcément agréable, pas forcément simple et pourtant très important. Pervers narcissique au travail, est-ce un combat perdu d'avance? Et pour cela, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir un expert dans le domaine, Patrick Collignon. Bonjour Patrick. Hello, good morning everyone. Oh, hello from Brussels. Aujourd'hui, justement, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Collignon, qui est conférencier, auteur de nombreux ouvrages sur le management et notamment sur le stress et sur le management toxique. On va pouvoir vraiment bien échanger sur cette thématique. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tout simplement? Écoute, tu l'as déjà très bien fait. J'ai écrit 6 livres de management et développement personnel aux éditions Erol, où j'ai été directeur de collection jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Je suis coach et ma spécialité, c'est de travailler soit avec des managers, plutôt avec des managers un peu hauts, soit avec des équipes pour faire en sorte que les rouages du travail fonctionnent, que leurs relations soient chouettes. Et moi, je suis spécialisé dans les stratégies relationnelles. Et surtout, et ça m'arrive vraiment genre tous les jours, expliquer aux gens comment travailler dans des environnements toxiques ou comment assainir des relations difficiles ou toxiques et gérer les comportements problématiques. Donc voilà, c'est pour Hmm. ça que je suis là, je pense. Hmm. C'est vrai que quand on parle de comportements difficiles et voire de comportements toxiques, on pense souvent à ce profil en fait de pervers narcissique. C'est un mot qui est de plus en plus employé. Donc, qu'est-ce que c'est en fait un pervers narcissique? Alors, il y a eu une grande génération spontanée des pervers narcissiques juste après le mouvement MeToo là, en 2017, où tout le monde avait le sien, et c'est vrai que j'en rencontre encore beaucoup. Alors, la difficulté, c'est que le pervers narcissique, c'est un profil qui n'existe pas. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à définir. C'est que c'est une espèce de fourre-tout où on peut mettre plein de comportements déviants ou de comportements juste qui nous ennuient. Que pour finir, quelqu'un qui est franchement pas d'accord avec nous et qui chaque jour refait la même conversation pour nous dire à quel point on est stupide, il est un petit peu difficile à gérer pour nous, mais c'est pas pour autant un pervers narcissique. Par contre, en fait, c'est un mot qui vient de 86 de Jean-Claude Racamier qui avait proposé cette définition, mais dans le cadre de la psychanalyse. Bref, tout ça pour dire que par contre, il y a des troubles de la personnalité narcissique. Ça, vous allez voir dans le DSM, là, tous les disease mental machin aux États-Unis, donc dans le catalogue des troubles de la personnalité, des troubles psychiatriques il y est. Et donc, grosso modo, quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique, on va le reconnaître parce que, un, il manque complètement d'empathie. Peut-être déjà rien que ça vous parle. Vous voyez, peut-être des gens au boulot qui manquent complètement d'empathie, ils sont incapables de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et ensuite, ils ont un grand besoin d'être admirés, d'être devant, comme ça, de se faire reconnaître. Et pour finir, si on devait les qualifier en un seul mot, ce serait, ils sont quand même vachement égocentriques. Ce qu'on entend entre guillemets par pervers narcissique, ce sont des personnes qui entreraient dans ces trois critères que tu viens de décrire justement. En tout cas, parce que même si tu découpes juste pervers et narcissique, donc c'est un mec qui est centré sur lui et qui aime faire le mal, qui aime la Hmm. méchanceté. Bon, alors c'est pas que ça n'existe pas, hein, pour être vraiment honnête, je travaille parfois avec des gens qui ont dans leur environnement professionnel ce style de personne et qui en souffrent. Et pas qu'un peu, je veux dire, ils en souffrent pendant le travail, ils en souffrent avant le travail, quand ils sont sur le trajet, ils se disent qu'est-ce qu'il va encore me faire aujourd'hui? Ils en souffrent toute la soirée parce qu'ils y repensent, donc ça existe. Mais bon, ce ne sont pas des pervers narcissiques, en tout cas, c'est pas la bonne étiquette. Hmm. Parce que c'est vrai que c'est quand même, ça peut devenir dramatique, entre guillemets, comme tu viens de dire, une personne qui est en souffrance à cause de problèmes relationnels de ce type, ça peut mener à certains drames, en fait, hein. Quand on Ah a oui. pu voir des vagues de suicides, etc. Peut-être que c'est lié à ça aussi, je ne sais pas, après ça dépend bien entendu des contextes. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là aussi à intégrer de voir que c'est pas juste un problème relationnel, ça peut être un vrai problème de santé, en fait, de santé mentale notamment, parce que ces comportements et les personnes qui ont ce type de profil peuvent vraiment avoir un effet dévastateur sur ces domaines-là. Alors ça, en fait, des relations peuvent être toxiques. Là, c'est quand tu es en un à un ou bien une équipe face à une personne, mais des systèmes peuvent être toxiques aussi. Donc, si jamais tu mets
Donc, un des trucs de base chez les personnalités les plus toxiques, c'est qu'ils sont attirés par le pouvoir. Forcément, tu vas me dire. Et le pouvoir, tu le trouves au sommet de la pyramide des entreprises. Alors, bien sûr, on parle d'entreprises libérées, matricielles, horizontales, mais fondamentalement, quand même, à plein d'endroits, on voit que c'est encore tout à fait pyramidal. C'est le chef qui décide, etc., etc. Donc, les gens qui sont attirés par le pouvoir parce qu'ils ont déjà ça en eux, cette espèce de toxicité va bien avec le pouvoir, bien, tu vas en retrouver une grosse concentration au sommet. Et donc là, tu arrives potentiellement à une entreprise qui est devenue toxique pour tous les gens qui sont en dessous, sachant que grosso modo, les loups ne se mangent pas beaucoup entre eux. C'est pas chouette au-dessus, mais c'est pire en dessous et parfois largement pire. Et donc, ça peut être des environnements où on fait plus du tout attention au bien-être humain, ni même à son simple fonctionnement. Les gens sont pressurisés, les gens sont mis dans des conditions de travail épouvantables, ils sont isolés, enfin, et ça peut devenir effectivement un enfer. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien direct jusqu'au suicide, mais moi, personnellement, sur les burn-out, je le fais vraiment. Parce que pour moi, 90% des burn-out sont explicables par les mauvaises relations, le manque de relations, la toxicité des relations d'une personne qui, au final, se retrouve isolée. Donc, c'est souvent des gens qui veulent bien faire leur travail, qui se retrouvent isolés. Et on dit, mais ça, c'est un des symptômes du burn-out. Oui, et en même temps, si tu étais entendu, soutenu, écouté, compris, tu serais vraisemblablement moins isolé. Donc, il y a une poule et un œuf, et j'ai le sentiment quand même que ça joue nettement négativement pour les personnes qui sont déjà en souffrance, qui c'est pas simple pour elles de juste faire leur travail, parce que en fait, la toxicité arrive à partir du moment où on met une pression supplémentaire sur les gens, supplémentaire au travail à effectuer. Et déjà, pour l'instant, tout le monde a un double temps plein. Si tu as un temps plein comme avant, tu as récupéré au moins du boulot de quatre personnes autour de toi qui sont parties, par exemple, en burn-out ou qui sont parties sans être remplacées. Donc oui, c'est un souci. Et, euh, et d'ailleurs, par rapport à ces personnes qui peuvent en souffrir, etc., parfois on s'en rend pas compte, parfois on est tellement dedans qu'on on n'arrive pas à prendre le recul en fait pour savoir est-ce que c'est moi le problème, est-ce que c'est la relation, est-ce que c'est le système, etc. Donc comment fait-on pour identifier justement ce type de personnalité ou ce type de comportement pour voir ensuite quoi faire? Alors, en fait, tout le monde connaît ce style de personnalité. Vous avez peut-être autour de vous quelqu'un qui veut ce qu'il veut et que ça se passe comme il veut, quand il veut, s'il veut. Vous voyez, il dit un truc, ça doit être fait tout de suite et sans contrepartie, et il vous met la pression nécessaire pour l'obtenir. Alors la pression, elle peut être de plusieurs types. Soit il insiste, mais genre il insiste. Vous voyez, comme un enfant qui demande 15 fois la même chose, si le parent finit par craquer, bah, c'est que c'était pas un vrai non, il va juste insister. Soit il vous culpabilise. Et ça, c'est quand même, c'est un peu pourri parce qu'on se sent mal de ne pas répondre à la demande de quelqu'un qui nous oblige à faire quelque chose qu'on veut pas. Vous voyez, c'est parfois un peu compliqué. Soit il nous intimide, soit il nous fait peur. Je veux dire, il y a vraiment une gradation dans la manière d'obtenir ce qu'on veut. Mais ce qui est assez clair aussi, c'est que c'est pas très émotionnel. C'est assez froid, en fait. Et même si parfois ça peut partir dans des grandes colères impressionnantes, fondamentalement, ça va travailler sur vos émotions. Et si vous mettez une émotion dans la balance, de la peur, de la colère, de la tristesse, dans le rapport de force, vous venez de donner un point à l'adversaire, en fait. Et donc, ce sont des gens qui vous amènent dans un rapport de force où leur envie d'obtenir un oui va être supérieure à votre envie de leur dire non. Et ça va se jouer là. Et puis vous allez constater assez rapidement qu'ils se sentent au-dessus des lois. Donc en gros, dans le système de fonctionnement humain, on a créé des lois pour éviter les débordements, donc pour éviter les gens qui font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Pour un crime, c'est un crime. Je veux dire, tu sors du cadre. Ben eux, le cadre, ça leur parle pas fort, donc ils se sentent un peu pas concernés par toutes les règles, règlements d'ordre intérieur, règlements d'entreprise, peu importe. Pire, ils vont vous demander de faire des choses en respectant des valeurs parfois très forte et très claire, mais vous allez constater que c'est pas réversible. Donc eux, non, ça s'applique qu'à vous, en gros. Et l'exemple typique, c'est le manager 17 heures, c'est vendredi. Il vous donne un job à faire en vous disant, voilà, toute l'équipe compte sur toi. Ça, c'est si vous êtes plutôt quelqu'un de solidaire. On a besoin de quelqu'un qui est capable de se dépasser. Ça, c'est plutôt si vous êtes quelqu'un qui aimait vous dépasser. C'est pour lundi matin, on a besoin de toi, etc. Donc, vous finissez par dire oui. Vous repartez et dans le métro ou dans la voiture, vous dites, enfin, c'est dingue, je me suis fait avoir. Ce gars qui me parle de solidarité, c'est le pire égoïste de la bande, en fait. Ou ce gars qui me parle de me défoncer, là, il en fout pas une, quoi. Enfin, pas une.
il dit beaucoup qu'il fait beaucoup, mais dans le fond, quand on regarde son travail, c'est quand même pas si évident. Puis vous arrivez le lundi matin avec des poches en dessous des yeux parce que vous avez bossé tout le week-end malgré votre épouse, votre conjoint, malgré vos enfants qui vous disent Maman, papa, s'il te plaît, occupe-toi de nous. Ouais. Et puis le lundi, vous déposez sur les coins du bureau le rapport. Et vous avez parfois un petit merci, mais vaguement. Et vous l'entendez parler avec sa secrétaire du week-end de golf à Malaga. Et là, vous vous dites Non, je me suis vraiment fait avoir. Bon, vous avez ce sentiment que vous êtes fait avoir. Ça fait partie du truc aussi. Et puis, ils ont tendance à se mettre en avant et à garder l'info. Ça, c'est essentiel aussi. Regardez où va l'info, où s'arrête l'info, ce qu'on dit du service. Donc, ah ouais, heureusement que tu as un bon manager parce qu'il a fait tout ça. Et là, vous dites, attends, ça, c'est moi qui l'ai fait, ça, c'est mon collègue qui l'a fait. Donc, il a tout pris pour lui, quoi. Et donc, il se fait bien voir au-dessus. Donc, il reste à sa place. Et vous, vous avez à peine un merci. Et donc, il y a un sentiment d'injustice assez énorme qui augmente chez chacune des personnes et puis en général aussi dans l'équipe parce que c'est vraiment pas très cool. Hmm. Donc là, si je comprends bien, en fait, on a à la fois la dimension de manipulation, quelque part, c'est qu'on Oui, va trouver ce qui motive chez la personne. Tu parlais de voilà, le fait d'être solidaire. Donc, on va activer ce côté-là, ce qu'on sait que c'est c'est important pour clair. cette personne-là, mais on va l'utiliser contre elle, finalement. Ouais, absolument. Il y a un manque de cohérence. Donc, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mhm. Il y a ce côté-là aussi également. Et, euh, et aussi ce côté briller, prendre la place, être le plus Ouais, important, et au clairement. détriment des autres, souvent, j'ai Ah oui, l'impression qu'il y a oui. ces dimensions-là aussi. Quels autres? Tu vois, Hein. quand tu manques d'empathie, c'est les Ouais. autres? Quels autres? Ok. Donc, c'est en fait, il y a une petite histoire qui résume bien la situation. Hein. Donc, bon, en Belgique, on parle de conducteurs fantômes. Donc, c'est des gens qui vont en sens inverse sur l'autoroute, tu vois, qui roulent à contresens. Et donc, nous, on appelle ça des conducteurs fantômes. Et donc, tu as un gars comme ça, il est dans sa voiture, il écoute la radio, et à la radio, on dit attention, attention. Donc, il y a un conducteur qui roule à contresens sur l'autoroute, et le type dit Hein? Mais il n'y a que ça ici, c'est n'importe quoi, seront nuls à la radio. C'est un peu cette histoire-là aussi. Donc peu importe les autres, on s'en fout des autres. C'est pas le problème. Et c'est même pas que c'est pas le problème, c'est que ça ne vient pas vraiment à leur conscience parce qu'ils sont au-dessus et ils se sentent quelque part au-dessus de la mêlée. Et donc ça leur est dû, tout leur est dû. Point. Hmm. Et sans contrepartie. Tout leur est dû. Ça, c'est quelque chose qui. C'est vrai qu'euh, en Angleterre, ici, on parle souvent de le sentiment de entitlement. Ah, bah, I'm entitled. Voilà, ça Mhm. m'est dû, en fait. J'ai le droit, en fait, donc je prends. Exactement. Ouais, Hmm. c'est ça. Et donc, on va retrouver ça pas mal chez eux, quoi. Hmm. Et donc, quand ils disent quelque chose, ils l'ont demandé. Quand ils l'ont demandé, ça doit déjà être fait. Et si c'est pas fait, ils vous mettent la pression pour que ce soit fait. Et tout est bon. Enfin, en tout cas, dans ce point de vue-là, toute pression ramène à un oui est une bonne pression. Est-ce que ça peut arriver que c'est totalement inconscient parce qu'il y a peut-être des personnes qui l'assument totalement, d'autres qui peut-être n'en s'en rendent pas compte, en fait? Alors, on part du principe que la plupart ne s'en rendent pas compte. Hmm. Quand tu arrives dans des stades où les gens se, se gauche que tout le monde ait peur d'eux au boulot, là, tu arrives à un vrai niveau de conscience. Et j'en ai déjà vu hein, des managers, ouais, génial, j'adore. Quand j'arrive au boulot, tout le monde a peur de moi. T'es là, wow, j'adorerais travailler pour toi, je t'avoue, vraiment. Donc, c'est vraiment des gens, les collaborateurs, quand ils vont au travail, se demandent, mais qu'est-ce qu'il va m'inventer aujourd'hui avec une boule au ventre, ils se réveillent pendant la nuit, c'est l'enfer, quoi. Mais en dessous de ça, en dessous des gens qui vraiment l'assument avec plaisir, en fait, ils s'en rendent pas toujours compte. Donc, c'est assez facile si tu le dis, genre, en fait, ce que tu es en train de me demander, c'est de faire ce que tu veux comme tu veux. Ils peuvent très facilement faire une espèce de pas en arrière en mode, non, non, pas du tout, mais non, mais enfin, tu as mal compris, enfin, tu comprends pas. Ça permet, de le remettre quelque part à sa place, et deux, d'éviter de se sentir obligé de le faire, même si on est culpabilisé, ou même s'il insiste. Donc là, il y a le côté un peu manque de courage aussi de cette personnalité narcissique. Parce que voilà, en fait, elles ne font que montrer qu'elles sont au-dessus, mais quand on leur dit tu veux être au-dessus, elles disent non, 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 pas du tout. C'est un peu particulier, mais ça marche assez bien. Donc l'effet miroir peut déjà, faire aider à prendre conscience ce comportement qui peut être inconscient, et donc de casser aussi peut-être la manipulation qui est en train de s'installer à ce moment-là. Ouais. Et l'effet miroir, si possible, avec de l'humour. Parce que si vous renversez le truc à 100%, ils connaissent quand même la technique. Donc en général, ça marche jusqu'au point où ils disent, attends, là, je suis en train de me faire avoir parce qu'ils la connaissent. Par contre, si tu as beaucoup d'humour, ça permet de décrocher vraiment. Donc,
un des trucs que je conseille aux gens qui sont le plus impactés avec ce côté boule au ventre, c'est plutôt que de te dire qu'est-ce qu'il va encore m'inventer aujourd'hui, regarde-le comme un enfant de 5 ans super capricieux qui se tape une crise de colère au rayon bonbons du grand magasin, là, tu vois, du supermarché, et dis-toi, qu'est-ce qu'il va encore m'inventer aujourd'hui? Et ça permet en fait de s'enlever du problème et de commencer à prendre des pas de recul. Que la difficulté, c'est de ne pas le prendre personnellement, hein, puisque c'est quand même à toi qu'on dit ce qu'il faut pour te mettre la pression, qu'on t'envoie les messages à la fois ce serait bien si, parce qu'on a besoin de quelqu'un d'eux, ou bien t'es vraiment nul si tu le fais pas, enfin, ou bien ah, enfin c'était vraiment pas gentil parce qu'il y a tout ce que j'ai fait pour toi, bref, d'une manière ou d'une autre. Donc si on arrive à se retirer du problème, il n'y a vraiment plus le prendre personnellement et à enlever le principe des émotions et le système de valeurs qu'ils utilisent contre nous, alors on commence à respirer un peu mieux. Mais bon, c'est tout un travail, hein. En tout cas, c'est très vite dit. Mais une fois que tu y arrives, là, tu dis, ah ouais, effectivement. Et alors, il y a quand même toujours une difficulté, c'est que la personne ne changera pas. Et donc ça, il faut quand même le comprendre. Elle peut être un peu moins toxique si elle prend conscience parce qu'elle n'en avait pas conscience. Mais Hmm. quelqu'un qui est vraiment très toxique et qui aime ça, surtout si elle est backupée par les gens au-dessus, Hmm. donc soutenue par les gens au-dessus, il y a zéro chance qu'elle bouge. Donc, prendre un pas de recul, ça permet de se sauver, mais il faut bien se rendre compte que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la décharge à la place, quoi. Donc, cette espèce de niveau de nocivité dont la personne a besoin pour exister au-dessus du lot, elle va la distiller ailleurs, mais elle va continuer à distiller grosso modo la même quantité. Hmm. Ça fait penser à deux choses que tu dis. La première, c'est une remarque que nous avons eue en direct là, de Bertrand qui écrit que, en gros, hein, que en fait, il y a un contexte aussi qui est stressant, avec plus de pression venant de tous les sens, et notamment sur le management, et que souvent, c'est un manque c'est pas un manque de volonté, mais plus un manque de ressources et de formation qui fait que le management est toxique. Donc, dans ce cas-là, les comportements deviennent toxiques. Et donc, toi, déjà, c'est quoi ta réaction par rapport à ça? Je plus sois. Donc, Bertrand, je Ok. suis tout à fait d'accord avec vous. Ce dont je suis en train de parler, c'est les pires niveaux de toxicité. Hmm. Maintenant, il y a aussi, par rapport au stress, donc quand on regarde les risques psychosociaux, donc les RPS, le stress est le signe nécessaire et suffisant de la présence d'un risque psychosocial. Donc, si tu as du stress ou une zone de stress quelque part, c'est que là, dans cette zone-là, il y a a priori un risque psychosocial. Mais le fait d'être avec des managers qui ne nous comprennent pas, ça ne les rend pas nécessairement ni pervers ni narcissiques, ça, c'est pour le clin d'œil. Donc ça n'en fait pas non plus des personnalités nécessairement toxiques. C'est juste que, effectivement, je constate que plein de managers ne sont pas formés à la gestion des comportements, à la gestion des gens, à la gestion des équipes. Parfois, ils sont parachutés là, soit après les études, donc directement, soit parce que c'était des très bons techniciens, ce sont devenus des très bons experts, donc ils ont grimpé les échelons, mais je ne sais pas si vous connaissez l'effet Peter. Donc, l'effet Peter dit que les gens s'arrêtent dans la hiérarchie à leur niveau d'incompétence. Donc, quand ils deviennent incompétents, ça s'arrête. Mais quand ils sont managers et que là, ils se rendent compte de leur incompétence dans la gestion humaine, c'est difficile d'aller les redescendre d'un cran, quoi. Ça ne se Hmm. fait pas, fondamentalement. Donc oui, je suis d'accord avec Bertrand, plus de formation, c'est bien. Et puis, il y a juste parfois un système de valeurs qui est opposé à un autre. Et donc, on a deux systèmes de valeurs, pas quelqu'un qui est en dehors, mais quelqu'un qui voit les choses d'une manière et qui est confronté à quelqu'un qui voit les choses d'une autre manière. Parfois, ça peut aussi mener à des formes de clash. Mais là, par contre, il y a beaucoup d'émotions. C'est assez ponctuel, c'est toujours sur les mêmes sujets. Et puis, vous pouvez voir autour de vous que si le manager réagit sur les mêmes sujets avec d'autres gens, vous avez tous quelque part un point commun. Et puis, à vous de trouver le point commun parce que là, potentiellement, c'est là que le manager va réagir, par exemple, sur le manque d'engagement. Lui, c'est un mec super engagé, il bosse le matin, le midi, le soir, il a pas de famille, etc. Vous voyez. Et puis, il attend de vous la même chose, forcément. Mais là, il y a un côté d'égal à égal. Et peut-être c'est too much, mais c'est égal à égal. Celui dont je parlais avant, là, le vrai toxique, c'est pas égal. Il dit qu'il fait. C'est pas pareil. Hmm. Et justement, tu parlais de vrais toxiques. Quand tu parles de vrais toxiques, ce sont les personnes que tu disais qui ne changeront pas, en fait. Donc, même si ils ont accès à de la formation, etc., ces personnes-là ne changeront pas malgré tout, si je comprends bien. Alors, les cas les plus hard, il y a vraiment relativement peu de chances. Hmm. Donc, il faut bien se comprendre aussi que tu parlais de manipulateurs tout à l'heure.
Ce sont des gens qui sont arrivés dans l'entreprise en présentant un visage qui n'est pas le leur, en fait. Donc, déjà, à l'entretien de recrutement, ils ont manipulé le recruteur, le Hmm. DRH, enfin, toutes les personnes qui sont chargées du recrutement. Et puis, pendant 6 mois, il a été super nickel. 6 mois, enfin ça, c'est si c'était une période d'essai de 6 mois, si c'était une période d'essai de 3 mois, ils sont nickel pendant 3 mois. Il faudrait mettre des périodes d'essai de 5 ans, d'ailleurs, comme ça les forcerait à faire l'effort. Ouais. Et à partir du moment où la période d'essai s'arrête, tu commences à voir petit à petit leur vrai visage, mais ils ne le mettent pas tout d'un coup, hein, c'est gentiment ponctuel. Puis après, ils t'expliquent qu'ils n'ont jamais le temps, et puis après, ils t'expliquent dans un mail de 5 pages qu'ils n'ont pas le temps de 5 minutes pour toi. Enfin, et là, tu te dis, waouh, il y a un décalage entre ce qui est dit et ce que je vois. Il y a un vrai décalage. Et comme on a tous été manipulés, en tout cas toute l'entreprise a été manipulée, c'est difficile de se dédire, hein. Une fois que tu as engagé quelqu'un à dire, ouais, non, je me suis trompé, c'est rarissime. Et ensuite, tu t'es fait avoir. Donc, un bon manipulateur, eh ben, il te manipule. Sinon, c'est un mauvais manipulateur. Et là, tu le repères tout de suite. Tu dis non. Tu vois, ça fait Hmm. partie. Donc, si tu engages quelqu'un qui t'a manipulé, c'est forcément qu'il est bien. Donc, après, pour aller le choper, le catcher, la rattraper, c'est vraiment pas si simple, quoi. Hmm. Donc, d'une part, pour l'isoler dans l'entreprise, le localiser, l'identifier, c'est pas si évident. Et ensuite, oui, lui, il a plein d'avantages à fonctionner comme ça. Donc, c'est comme le roi lion, tu vois. Le lion, le chef de la bande, c'est le premier qui mange, il a accès aux meilleures femelles. C'est quoi le problème? Je veux dire, c'est très très bien comme ça. Il y a zéro raison que ça change. Tu arrives à un chouette job, tu es haut dans l'entreprise, tout le monde fait ce que tu veux. C'est magnifique, hein? Il y a pas de raison. Ils ne peuvent qu'y perdre, en fait, à changer. En tout cas, Hmm. c'est comme ça que ça se passe généralement dans notre tête. Hmm. Et donc, ça m'amène à... Alors, j'ai trois questions, deux qui viennent de moi et une qui vient d'Isabelle. La première, rapidement, c'est si on est dans une situation où, justement, cette personne ne veut pas changer, etc., qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se protège. On se protège perso, c'est-à-dire on ne prend pas les choses personnellement, on essaie de ne pas être en contact trop. On se protège aussi de manière assez factuelle, donc ce sont des environnements où il faut rester calé sur des faits. C'est-à-dire tu enlèves les émotions, tu enlèves les... Dans un email, tu enlèves tous les adverbes. Tous les adverbes, c'est des petits détails. Et cette personne va t'emmerder que sur des détails et on peut passer 3 heures à discuter de petits détails sans jamais traiter de fond. Ça fait vraiment partie du truc. Donc, apprendre à en dire le moins possible tout ce que vous pourrez dire pourrait être retenu contre vous. Et puis, mettre de la clarté là où il n'y en a pas, parce que un bon vrai toxique, c'est jamais ce qu'il fallait, quoi, tu vois. Tu fais exactement ce qu'il t'a dit. Ah non, non, t'as mal compris. Tu fais l'inverse, tu te fais engueuler. Tu es toujours en mode chaud-froid, donc tu attends un truc qui se passe l'inverse, c'est jamais bien. Donc, systématiquement, après une réunion avec cette personne, tu notes factuellement ce qui a été décidé et tu commences à composer ton dossier. Parce qu'on ne sait jamais, si lui ne bouge pas, il peut devenir toxique de plus en plus. Si tu résistes, ce qui va se passer, c'est que pendant un moment, il va être 2 fois pire avec toi. La bonne, la bonne, la bonne chose, c'est que ça marche. Sinon, il ne devrait pas être 2 fois plus toxique avec toi. La mauvaise nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il a repéré que toi, tu ne fonctionnais pas. Il va falloir tenir le choc jusqu'à ce qu'il se consacre à quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Et donc, ouais, ça fait partie du truc. Et puis après, il y a tous des systèmes internes aux entreprises. Tu peux aller voir ton N plus 2 si c'est ton N plus 1, ton N plus toi, ton N plus 24, les RH, les prix. Mais en même temps, si cette personne a bien manipulé son monde et en plus est soutenue par les gens au-dessus, ou bien si c'est le patron de la boîte, tu vois, il faut toujours laisser ouverte l'option c'est moi qui pars. Hmm. Parce qu'il y a un moment où c'est peut-être plus supportable. Hmm. Du coup, ça m'amène à une deuxième question très pertinente, Isabelle, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on a surtout parlé de situations où on a, par exemple, des managers ou des collègues toxiques ou narcissiques. Et là, elle dit, voilà, et là, dans cette situation, elle est manager. Elle pourrait avoir un collaborateur, une collaboratrice directe qui rentre dans cette catégorie, Ouais, c'est très mais avec possible. ses collègues. C'est-à-dire que cette Ouais. personne-là, elle est toxique envers ses collègues. Quelles sont les solutions pour lesquelles on peut opter? Alors là, en fait, il y en a plein. Il faut mettre en place une stratégie d'équipe ensemble, si possible en la co-construisant, si possible sans la personne incriminée. Donc c'est tout. Ça déjà, c'est un peu une stratégie. Généralement, s'il y a une personne qui est vraiment fort toxique dans une équipe de 10 personnes, par exemple, elle sera
au centre, et puis il y a une ou deux personnes qui sont un peu ses bras droits, ses lieutenants, qui parfois sont pires qu'elle par rapport au reste du groupe. Et le reste du groupe a tendance à être un peu plus en soumission qu'en dominance, si tu veux, donc sur l'échelle sociale. Donc, par contre, tu as un système qui fonctionne sur la peur. Et tout le monde a peur des réactions de la personne, tout le monde a peur de ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, comment ça va fonctionner, et d'être la prochaine victime de la bête blague autour du sandwich, là, tu vois. Donc l'idée, c'est de renforcer les gens, de ressouder le groupe qui est en général est divisé, parce que diviser pour régner, c'est quand même un truc de base. C'est redonner de la confiance au reste de l'équipe, les ressouder, les mettre ensemble, parce qu'au final, la personne qui est toxique, elle a aussi peur de quelque chose, c'est de perdre sa place. Et ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place. On peut mettre en place des circuits qui court-circuitent cette personne-là, qui l'isolent de plus en plus. Parce que ça, potentiellement, la vraie stratégie, si elle est comme ça et qu'elle ne va pas changer, c'est qu'elle parte d'elle-même, dans la mesure du possible. Soit qu'elle abaisse déjà, qu'elle passe en dessous du radar, ça veut dire que ça calme déjà la toxicité par rapport au reste de l'équipe. On va la calmer en disant maintenant, t'arrêtes. Revoilà le cadre. Et si tu ne le respectes pas, voici ce qui va se passer. Tu as droit à une chance, pas deux, etc., etc. Donc remettre un cadre strict même dur si nécessaire, de façon à ce que, attends, on va remettre le truc en perspective, on va le redire à tout le monde, et puis on va faire en sorte que cette personne, peut-être, décide que tout compte fait, c'est quoi? C'est nul ici. Dommage. Ciao. Hmm. Mm. Ok, ouais, c'est hyper opérationnel, hyper concret. Et, et c'est marrant parce qu'en t'écoutant, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs styles ou de profils. En fait, on parlait de pervers narcissique au début Ouais. de cet échange. Finalement, on se rend compte qu'il y a plusieurs manières d'être narcissique ou toxique. Est-ce qu'il existe justement des profils différents et en fonction des profils, des stratégies différentes du coup? Oui, bien sûr. Euh, Moi, j'en ai recensé six gros, donc c'est six grands profils. Alors, je ne parle pas non plus du capot de la mafia. On est bien d'accord que celui-là, il est hors catégorie. On reste quand même dans l'entreprise. Mais oui, et en fonction de ce qu'on capte comme signe, de ce qu'on voit comme symptôme dans la manière de fonctionner, dans le comportement de la personne, on va agir d'une manière et pas d'une autre, parce que parfois, ça peut être complètement contre-productif, en fait. Donc, il y a des gens qui sont plus dans l'émotionnel, des gens qui sont plus dans le mode territoire, il y a des gens qui sont capables d'empathie, il y a des gens qui sont pas capables d'empathie, il y a des gens qui vont mettre une pression parce que ils ont peur que ça se passe pas, il y a des gens qui vont mettre une pression juste pour le plaisir. Bah, donc là, comme ça, c'est difficile de répondre, mais ça vaut la peine effectivement d'avoir une petite grille d'analyse. Et si tu adresses la bonne personne avec le bon, enfin la bonne maladie avec le bon remède, hein, si tu veux, il y a toute une gamme de gens avec qui ça va fonctionner, il va se passer quelque chose. La relation peut changer, ils peuvent prendre conscience, ils peuvent s'adapter. Il y a toute une gamme de gens qui vont se calmer parce qu'ils n'ont pas envie d'être démasqués. Et puis il y a toute une gamme de gens qui potentiellement vont devoir quitter l'entreprise. Mais là, tu n'es plus qu'à une petite tranche. Ou si je devais Hmm. le trancher fin, la dernière catégorie qui nous a pris le plus de temps, je pense que c'est au pif, comme on dit, entre 5 et 10% de la population des personnes qu'on peut trouver toxiques ou qu'on peut ressentir comme étant toxiques avec nous. Hmm. Ok, donc tout ça pour dire que finalement, en t'écoutant sur tout cet échange, en fait, la réponse à cette question qui nous ramène ici, pervers narcissique au travail, c'est un combat perdu d'avance. Non, ce n'est pas encore perdu d'avance, Ça parce dépend de que qui. voilà, il y a des options, il y a des stratégies, il y a des outils, il y a des techniques, et on peut aussi se former à ça. Mm, mm. Hmm. Ouais, absolument. On peut se former à ça et puis de toute façon, c'est jamais un combat perdu que de reprendre sa, on va dire, souveraineté, en tout cas de reprendre sa partie de la relation, de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment on est impacté. Parce que ça, en mode simple coaching, ça permet de se retirer du problème. Et une fois qu'on n'est plus une proie suffisamment intéressante, eh bien, le prédateur, il va aller voir ailleurs, quoi, grosso modo. Donc, ça vaut toujours, toujours la peine de s'équiper, de s'armer et d'avoir des stratégies qui tiennent la route de manière à calmer les comportements difficiles et toxiques des autres. Et puis peut-être aussi de le faire savoir à tous nos collègues, parce que rien de tel que pour quelqu'un qui aime régner sur un troupeau, quand il n'y a plus de troupeau, ça l'intéresse plus. Et ça, Hmm. c'est vraiment une stratégie aussi. Hmm. Super, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et tu parlais justement de se former, d'avoir des outils, etc. Et justement, pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a une actu.
justement, parce que en Bah ce oui. moment, et c'est dans le cadre de cette interview, bah, tu es en train de lancer une nouvelle formation. Donc, la formation Gérer les comportements difficiles ou toxiques. Est-ce que tu peux nous en dire, voilà, quelques mots pour bah, justement les personnes qui aimeraient en savoir plus et peut-être aller plus loin? Bah, c'est une formation qui, grosso modo, reprend ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, c'est 12 modules à consommer un par jour pendant 12 jours. Ça dure grosso modo 4 heures. Il y a des exercices à faire chaque fois pour mieux comprendre ce qui se passe, se sortir des difficultés, profiler la personne qui est en face de nous et mettre en place une stratégie qui permet d'amoindrir sa toxicité et la difficulté qu'elle pose soit à soi-même, soit à l'équipe, de manière à s'en prémunir. Donc, on se sécurise, on s'en prémunit, on reste cool quand on arrive au boulot et ça va beaucoup mieux. Donc, on se change gentiment la vie. On peut faire passer le mot à tous ses collègues. Et puis, la personne, soit elle adapte son comportement, comme on vient de dire, soit elle écrase un petit peu, soit potentiellement elle part. Mais voilà, toutes les options sont ouvertes, mais ça nécessite de l'action de votre part en tant que manager si vous avez quelqu'un comme ça dans votre équipe, ou en tant que collaborateur si vous avez quelqu'un comme ça dans votre équipe, ou des managers comme ça. En tout cas, ce n'est pas une fatalité. Ne vous laissez pas intoxiquer plus qu'il n'en faut. Ça ne marche quand on boit le poison. Enfin, on est empoisonné que quand on boit le poison. Si on ne boit pas, on n'est pas empoisonné. C'est vraiment la démarche de cette formation. Super, ben, merci beaucoup Patrick pour cet échange. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi cette interview en direct. Et ben, je te dis à très bientôt pour une prochaine intervention. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.